Salut les petits potes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour 3 threads horreur normalement. Et justement, ces 3 threads, ils ont quelque chose en commun, c'est que ce sont des histoires abonnées. Du coup, un grand merci à celles et ceux qui partagent leur histoire sur delcorestory@gmail.com. En ce moment, j'en ai pas trop, donc si tu veux m'en envoyer, c'est le moment. Donc tu peux te faire plaisir. Voilà. D'ailleurs, petit point, puisque je vous avais demandé comment ça se passait pour le décor, est-ce que vous aimiez ou pas. En règle générale, forcément, ceux qui me connaissaient préféraient avec les mangas et tout, vu que ça me représentait un petit peu plus. Mais il faut savoir que c'est vrai qu'en ce moment, j'ai un petit peu moins envie de tout ce qui est manga et tout. Donc en même temps, les enlever, ça me correspond un peu, vu que ça m'intéresse plus trop. Mais par contre, je suis d'accord qu'effectivement, c'est vite de fou. Mais on a déjà des projets sur ce que ça va être derrière. Mais l'un des trucs principaux qui doit être derrière, il arrive que dans 3 mois. Voilà, c'est fait. Oui, 3 mois, oui. Donc forcément, pendant un petit temps, vu que c'est une pièce maîtresse du truc, ça va rester un petit peu comme ça. Et d'un côté, ceux qui me connaissent pas, parce que vous regardez mes vidéos, mais vous me connaissez, vous dites ouais c'est Delcore, machin, trop bien. Et ceux qui me connaissent pas, au moins ils savent pas ce que je vais raconter avec ce décor, tu vois. C'est rouge, tu peux te dire que ça fait thread d'horreur, tu vois, rouge c'est horreur, le sang, etc. Alors qu'avant, avec le décor full manga, tu te disais, mais tu savais pas ce que j'allais présenter, quoi. J'aurais pu te parler de manga, j'aurais pu te parler de tout et de rien. Franchement, on savait pas que c'était une chaîne thread d'horreur. Voilà, on va pas ce mytho. Bon, sur cette intro bien trop longue, on va commencer les threads. Alors prenez-vous un petit truc à manger et à boire et installez-vous confortablement. Alors pour cette première histoire, ça nous vient d'une abonnée qui avait déjà partagé une histoire sur la chaîne, donc un grand merci à elle. Hello Delcore, j'espère que tu vas bien, j'aime beaucoup ce que tu fais et j'ai hâte d'assister à ton projet Frénésie. Vous voyez, le message il date d'avant le projet Frénésie. Puisque oui, des fois il y a des histoires, on prend une histoire, je peux vous dire, tant qu'on n'est pas encore dans l'histoire, je vous raconte 2-3 petits inside, comme ça vous êtes dans les bails. Des fois, on prend des histoires, on les place. Hop, la vidéo elle est décalée, en fonction de machin, nanani. On a des threads, des fois, ils datent d'il y a 1 an. Ils ont été décalés. Ils se retrouvent dans une histoire, hop, non, dans une autre. Des fois, il y a des vidéos, elles sont maudites, comme ça, il y a des threads qui sont maudits, qui ne passent jamais. Bon, là, pour le coup, c'était placé là. Si vous aimez bien les petits insides comme ça, dites-le en commentaire. Voilà, j'en ai, mais voilà, des fois, j'ai juste pas envie de vous prendre trop de temps, et puis, surtout quand on est dans l'histoire, je vais pas vous dire des trucs. Là, on n'y était pas encore. Je vais te raconter ce qui m'est arrivé dans mon ancien studio en 2022. Ça n'a rien à voir avec mon histoire précédente, mais ça te donnera des sueurs froides. D'ailleurs, si vous vous souvenez pas, elle nous avait partagé son histoire avec des choses très spirituelles qui se passaient en Afrique. Et quand elle arrive en France, il s'est passé quelque chose. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, je vous spoil pas trop. Ceux qui y voient, ils voient, ok. Du coup, là on passe à la 3e personne et je vais l'appeler Rebecca puisque je me souviens plus si elle va être anonyme ou pas. Du coup, je préfère anonymiser direct, comme ça c'est fait. Rebecca, elle vit dans une résidence super sécurisée avec 2 immeubles qui se font face. Pour y entrer, il y a un portail avec un digicode qui donne sur une petite cour. Et après, t'as le parking. Les 2 immeubles sont identiques. Donc voilà. Pour entrer, faut sonner chez quelqu'un qui décide si ça lui dit d'ouvrir ou pas. Chaque appart a un balcon qui donne soit sur le parking, soit sur un grand boulevard. Il y a environ 4 logements par étage répartis sur 3 étages par immeuble. Rebecca, elle est au 2e étage au milieu du couloir, face à la porte qui mène à la cage d'escalier. Son studio a un grand balcon qui donne sur le boulevard. Le balcon est collé à celui de ses voisins de gauche, un couple sympa d'environ 35 ans. À droite, l'appart est en vente et au bout du couloir, il y a un voisin que personne a vu depuis des semaines. Et ça, c'est un détail qui va compter. Vous allez voir. Bon, maintenant que vous avez le décor, je dois vous raconter ce qui s'est passé. Rebecca, après une semaine de taf épuisante, elle invite Ilona, une de ses meilleures potes, pour passer le week-end chez elle. Le vendredi soir, tout se passe bien. Elle discute, rigole, mange, fume un peu de petites substances et regarde des threads d'horreur. Le lendemain, elles vont faire des courses dans une épicerie pas loin. Prennent des pizzas, des pop-corn et des friandises. En rentrant, Rebecca allume le four pendant qu'Ilona roule un petit truc pour le fumer. Vers 19 h, elle se pose dans le lit pour regarder un thread d'horreur. Elles sont scotchées, se tiennent dans les bras, tellement elles ont la trouille, tout en fumant. Et là, pendant un screamer, le four sonne pour dire qu'il est à bonne température. Elles sursautent tellement elles étaient dans l'ambiance glauque du thread. Elles rigolent et Rebecca se lève pour mettre la pizza dans le four. Mais là, en se retournant pour aller vers le lit, elles entendent toquer à la porte. Sauf qu'elles attendent personne. Là, du coup, Rebecca demande à Ilona de couper le son de la télé. Et elles arrêtent de bouger pour faire le moins de bruit possible, en espérant que la personne parte. Mais bon, vous comprenez, ces 2 meufs, elles peuvent pas se permettre d'ouvrir à un inconnu.
Elles reprennent leur souffle, pensent que la personne est partie. Et là, on frappe de nouveau à la porte. Elles entendent des chuchotements de l'autre côté. Elles se rapprochent doucement de la porte, collent leur oreille et entendent « C'est ici, j'ai entendu ». Et là, 3 coups très forts sur la porte. Elles sursautent et les toc-toc deviennent de plus en plus insistants, intempestifs. Comme si la personne savait exactement qui elle cherchait et que cette personne était dans l'appart de Rebecca. Rebecca demande à Ilona de regarder par l'œilleton parce qu'elle est trop petite pour voir. Ilona met son œil dans l'œilleton et recule brusquement, les yeux grands ouverts en état de choc. Elle dit alors à Rebecca, il y a 2 hommes, l'un d'entre eux a les yeux rouges gorgés de sang et l'autre a un couteau dans la main. Là, le cœur de Rebecca fait un bond. Elle a les mains moites, des palpitations, la batteuse, elle est complètement dépassée. Elle essaye de regarder par l'œilleton en se mettant sur la pointe des pieds avec l'aide d'Ilona. Quand elle arrive enfin à voir, elle aperçoit 2 mecs de type caucasien, entre 25 et 30 ans. Un blond avec un t-shirt jaune et un sac à dos noir et un brun avec un t-shirt rouge. Le blond a un truc métallique dans la main. Et le brun a les yeux vraiment rouges. Il a l'air énervé et dans un état second. Ils ont tous les deux l'air de vouloir en découdre. Peu importe ce qu'ils trouvent de l'autre côté de la porte. Rebecca se demande qui ils sont, ce qu'ils veulent, parce que c'est pas un hasard qu'ils soient là. Il y a tellement d'autres appartements avant le sien, ça peut pas être une coïncidence. Pendant qu'elle réfléchit, Ilona remet son œil dans l'œilleton et recule en panique. Ils ont mis leurs doigts sur l'œilleton. Je les vois plus, Rebecca, je les vois plus. Et là, le four sonne pour dire que la pizza est cuite. Les toc-toc sur la porte deviennent des coups violents, comme s'ils avaient entendu la sonnerie et essayaient de défoncer la porte. Même si la porte de Rebecca est solide avec une poignée à tirage et une béquille à l'intérieur, ces mecs essayent de crocheter la poignée, peut-être avec l'objet métallique ou un truc qu'ils ont dans leur sac. Elle commence vraiment à flipper parce que ça fait 20 minutes qu'ils frappent. Aucun voisin ne sort et ils ont pas l'air de vouloir partir. Le pire, c'est qu'elle les voit plus, elle voit juste la porte bouger. Même si elles font aucun bruit, ils partent pas et continuent de frapper de façon hyper violente, en alternant entre des soupirs de frustration et des murmures intrigants. Rebecca propose à Ilona d'aller sur le balcon. Une fois sur le balcon, elle voit à travers la fenêtre de l'appartement de droite, celui qui est censé être en vente, l'homme blond avec un couteau. Rebecca dit à Ilona, ils ont réussi à squatter l'appartement d'à côté, Ilo. Elle recule discrètement, Rebecca tient la main d'Ilona et lui dit, on peut rien faire, on est au 2e étage. Il faut qu'on prenne nos téléphones et qu'on escalade chez les voisins de gauche, au moins on sera plus en sécurité avec un couple. Elles prennent leur téléphone sur le lit, entendent toujours la porte bouger de façon hyper agressive et retournent sur le balcon pour escalader chez les voisins de gauche. Leurs 2 balcons sont séparés par une vitre, alors elles commencent par passer une jambe puis l'autre par-dessus leur rambarde, en agrippant celle des voisins. Elles avancent petit à petit vers la gauche et finissent par repasser par-dessus la rambarde des voisins. Avec l'adrénaline, elles ont même pas eu peur. Elles voulaient juste être le plus loin possible de ces mecs. Un peu plus confiante, elle frappe sur la baie vitrée en demandant de l'aide, mais personne répond. Ilona regarde Rebecca en tremblant et lui dit « Ils sont pas là ?» Rebecca lui répond « On doit s'asseoir par terre, on doit pas être visible de la rue, au cas où ils ont des complices ou si eux-mêmes descendent. » Rebecca et Ilona s'assoient par terre sur le balcon des voisins, cachés par la rambarde qui est décorée avec des plantes et des feuilles artificielles. En baissant les yeux, elle remarque des bouteilles de bière vides sur le balcon. Rebecca regarde Ilona et lui dit « Prends une bouteille de bière et j'en prends une aussi. Comme ça, s'ils réussissent à venir jusqu'à nous, on pourra les repousser en leur balançant sur eux. » Elles attrapent chacune une bouteille, se disant qu'elles vont attendre, que ces mecs vont finir par partir quand ils verront qu'il n'y a personne. Mais non, ça fait déjà 30 minutes qu'ils frappent. Et ils ont l'air hyper déterminés. Ilona, elle, commence à paniquer sévère. Rebecca, elle, essaye de rester calme et de garder le contrôle de la situation. Elle se dit qu'il faut qu'il y en ait une qui garde la tête froide. Pour se rassurer, Ilona appelle sa mère en pleurant, tandis que Rebecca appelle son copain. Ce dernier lui dit direct « Appelle la police tout de suite, t'aurais dû le faire dès le début !» Et il a pas tort, mais Rebecca pensait vraiment qu'il partirait au bout de quelques minutes. Sauf que là, elles sont prises dans un engrenage. Elle raccroche avec son copain et appelle la police. Pendant ce temps, elle essaye de calmer Ilona qui est complètement en panique. Au bout de quelques minutes, une opératrice de la police décroche. Rebecca explique la situation, donne son adresse et son numéro de téléphone. L'opératrice lui dit qu'une patrouille sera sur place dans environ 15 minutes. Rebecca annonce ça à Ilona, mais elles sont toutes les deux terrifiées. Ilona se lève et essaye d'appeler à l'aide en faisant des grands gestes aux passants sur le boulevard. Sauf que certains l'ignorent complètement et d'autres lui disent carrément non. Elle commence à perdre espoir,
Surtout parce qu'elles entendent toujours les coups sur leur porte. Et là, Ilona se baisse brusquement et dit à Rebecca: « Rebecca, l'un des mecs est en bas, il m'a vu putain !» Rebecca avance à quatre pattes pour regarder discrètement entre les feuilles artificielles, mais elle ne voit personne. Le mec est parti, elle retourne près d'Ilona et là, elles entendent un bruit sourd, suivi d'une avalanche de coups, comme si les mecs frappaient la porte avec leurs pieds, chacun à leur tour, de toute leur force. Quand elles entendent enfin les sirènes de la police, elles se sentent un peu rassurées. Elles se lèvent pour faire des signes à la voiture de police, mais elles traversent la résidence sans même freiner. Elles se regardent complètement choquées. Ça fait presque 40 minutes qu'elles sont dans cette merde et les flics se trompent d'adresse. Rebecca, énervée et paniquée, rappelle la police. Elle leur dit qu'ils se sont trompés et leur demande de faire demi-tour. L'opératrice lui assure que la patrouille arrive et qu'elle ne doit pas s'inquiéter. Les coups sur la porte continuent, mais 10 minutes plus tard, Rebecca reçoit un appel. Le policier lui dit « On est en bas, montrez-vous sur le balcon ». Elle se lève et montre aux flics où sont les mecs. Les policiers leur demandent comment elles ont fait pour se retrouver chez les voisins. Et Rebecca répond, plutôt fière: « Eh ben on a escaladé ». Les flics les regardent, un peu impressionnés, puis se dirigent vers le portail. Rebecca leur donne le code et ils entrent rapidement. Quelques secondes plus tard, elles entendent des haussements de voix et des bousculades. Pendant ce temps, Rebecca et Ilona escaladent pour retourner sur leur balcon. Au même moment, les policiers descendent avec les deux hommes et demandent à Rebecca et Ilona si ce sont bien eux. Et elles acquiescent. Deux policiers relèvent leur identité, tandis qu'un autre fouille le sac à dos du blond. Il en sort un tournevis et des cordes, mais pas de couteau. Les policiers, voyant que les filles sont complètement traumatisées, leur demandent de retourner dans l'appartement et de leur ouvrir quand ils le demanderont. La pression redescend un peu, mais Rebecca et Ilona se demandent toujours ce que ces mecs leur voulaient. C'est pas normal d'avoir un tournevis et des cordes dans son sac quand on va chez quelqu'un qu'on connaît pas, non? Quelques instants plus tard, l'interphone sonne. Rebecca répond et c'est le policier. En entrant dans l'appartement, il renifle et fait une tête comme pour dire « Bon, je sais ce que vous avez consommé ici ». Il leur explique alors la situation. Ces deux mecs sont venus parce que votre voisin, il monte l'appartement du voisin disparu, les a arnaqués. Il leur devait de l'argent et ils pensaient que vous l'hébergiez. C'est pour ça qu'ils ont insisté. Quand ils ont toqué chez vous et que vous n'avez pas ouvert, alors qu'ils avaient entendu du bruit, eh bien ils étaient sûrs qu'il était là. Quand le policier leur dit ça, Rebecca fait le lien avec un événement qui s'est passé 2 mois plus tôt. En effet, un soir vers 23h, Rebecca était chez elle avec son copain quand ils ont entendu des coups violents à la porte du voisin. Ils ont regardé par l'œilleton et ils ont vu 3 femmes d'une vingtaine d'années qui insultaient le voisin en criant « On sait que t'es là, FDP! Ouvre et assume, petite sale... Tu veux nous arnaquer? On est des meufs de Clichy-sous-Bois, fils de p... On va te niquer ta mère, on va te saigner, bah... Ouf si t'es un homme !» Bon, ces insultes étaient accompagnées de coups de pied violents sur la porte et de tentatives pour l'ouvrir avec un pied de biche. Elles avaient presque réussi quand le voisin a finalement ouvert. Et là, c'était la pire erreur de sa vie. Les 3 femmes se sont jetées sur lui, le rouant de coups de pied, de coups de poing et de pieds de biche. Malgré ses supplications, il y avait du sang partout. Sur le sol, les portes, les murs du couloir. Elles l'ont ensuite traîné dans la cage d'escalier, puis en bas, où des hommes l'attendaient. Rebecca et Ilona entendaient depuis le 2e étage les coups qui résonnaient dans le hall, puis dehors. Ensuite, elles ont entendu une voiture démarrer. Et depuis ce jour, elles n'ont plus jamais revu ce voisin, ni dans l'immeuble, ni même ailleurs. À l'époque, personne n'avait appelé la police. Elles se sont longtemps demandé s'il était mort, en prison, ou s'il avait juste fui pour éviter des représailles. Mais jusqu'à aujourd'hui, elles n'ont toujours pas eu la réponse. Le policier leur dit « Bon, comme ils savent que vous n'avez rien à voir avec lui, on n'a pas besoin de les interpeller. Ils vont rentrer chez eux et on a leur identité. » Rebecca était un peu surprise qu'on les laisse partir comme ça, alors qu'ils avaient été hyper insistants, avaient abîmé sa porte, avaient un tournevis et qu'elles avaient même vu l'un des mecs squatter dans l'appartement censé être en vente. Elle le fait remarquer au policier qui se précipite vers la porte de l'appartement en question et sonne. Un couple ouvre et le couple explique qu'ils ont emménagé la veille. Et le mari dit qu'il a effectivement utilisé un couteau. Mais c'était pour ouvrir ses cartons. Bon ok, elles ont confondu à cause de la fumette et de la panique, mais à leur décharge, le nouveau voisin est blond, porte un t-shirt jaune, et elles n'étaient pas au courant de la vente de l'appartement. Du coup, le lien entre ces éléments a été vite fait dans leur tête. Pour les rassurer, le policier leur dit que ses collègues et lui vont s'assurer que les 2 jeunes hommes partent définitivement avant de démarrer leur voiture. Il leur souhaite une bonne soirée et descend les escaliers. Après avoir fermé la porte à clé, Rebecca et Ilona soufflent un bon coup,
se font un gros câlin entre copines et soulagées, se rendent sur le balcon. Elle voit les deux mecs encore en bas qui les fixent, puis il tourne la tête vers les policiers et enfin, il lève à nouveau les yeux vers elle. Celui aux yeux rouges et au t-shirt rouge sourit. Un des policiers leur ordonne d'un ton ferme de partir. À cet instant, ils commencent à s'éloigner. Après 10 mètres, ils se retournent tous les deux une dernière fois vers elle, sourient avant de disparaître dans l'horizon. 1 heure après avoir traumatisé Rebecca et Ilona. Ce soir-là, elles avaient eu leur dose d'horreur. Après avoir réchauffé leur pizza, elles ont mis une comédie pour penser à autre chose. Elles ont dégusté la pizza et les pop-corn, mais elles ne pouvaient pas s'empêcher de se demander ce qui se serait arrivé si elles avaient ouvert la porte. Peut-être que si elles avaient ouvert et expliqué, les mecs auraient compris et seraient partis. Ou peut-être qu'ils ne les auraient pas crus et les auraient agressés. Ou alors, en voyant deux femmes seules et vulnérables, est-ce que certaines idées auraient pu germer dans leur esprit, comme un cambriolage, ou pire, sachant qu'ils avaient des cordes. C'est triste de se dire qu'un geste aussi simple qu'ouvrir une porte peut devenir si compliqué quand on est une femme. Quelques jours après, vers 17 h, deux femmes que Rebecca ne connaît pas frappent à sa porte. Elles ouvrent en gardant la chaîne de sécurité par précaution. Elles lui demandent si elles connaissent le voisin disparu. Rebecca répond que non. L'une des femmes lui dit « On le recherche, il a arnaqué beaucoup de monde. Il faisait croire qu'il mettait son appartement en location sur le bon coin. Il empochait la caution et répondait plus jamais. Il doit être soit mort, soit en prison. » Après ces mots, elle la remercie et lui souhaite une bonne journée avant de partir. Rebecca n'a pas été trop marquée par cet événement, surtout parce que son copain est venu rester plusieurs semaines avec elle pour la rassurer. Par contre, Ilona a mis plusieurs semaines à s'en remettre. Pendant un moment, c'était Rebecca qui allait chez elle parce qu'elle n'osait plus venir. Quelques mois après ces événements, Rebecca a déménagé pour une opportunité professionnelle. Entre-temps, elle n'a plus jamais revu le voisin disparu, ni les femmes qui l'ont frappé, ni les deux hommes tournevis. Et le couple de voisins n'a jamais su qu'elles étaient passées par leur balcon. Voilà, c'est comme ça que se termine cette histoire de fou. À la fin de l'histoire, l'abonné me demandait si ça allait me plaire. Bah oui, l'histoire est ouf, vraiment trop bien, enfin trop bien. On se comprend, hein. Mais je dis pas à l'abonné, oh putain, trop bien, cool d'avoir vécu ça. Non, c'est que bah nous, pour le lore, pour le raconter, oui, c'est bien. Après, effectivement, on aurait préféré que tu le vives pas. Clairement, c'est mieux. Il y a plusieurs points à souligner, effectivement. Le voisin qui vient d'acheter un appartement, lui, il y a directement des embrouilles dans le bordel. Il est en mode putain, je viens d'acheter un appart, c'est la zone un peu là. Voilà. Ilona et Rebecca, elles ont pas de chance. Vraiment, en plus la pizza qui sonne, histoire de dire machin, non, ça vous allez vous faire cook. Et t'as quoi? T'as les mecs qui sont trop chelous et franchement, je sais pas s'ils auraient compris parce que quand même quand ils se sont barrés à la fin, tu vois, ils étaient très insistants, les regardant tout le temps, tu vois. Et aussi ce qui me choque, c'est les policiers. Les policiers sont en mode non mais vous inquiétez pas, hein, on va leur laisser un peu courir un peu avant. Je sais pas pourquoi ils parlent comme ça, mais tu vois, parce qu'ils sont un peu cons. Je suis désolé, autant vous... je suis désolé, mais les mecs ils viennent quand même de défoncer une porte, ils ont un pied de biche, ils ont un couteau, enfin non, ils ont pas de couteau apparemment, ils ont un tournevis, ils ont des cordes dans un sac. Je sais pas, ça vous dit pas, ça fait une demi-heure qu'ils sont en train de défoncer la porte. Ils ont quand même des mauvaises intentions, ce serait bien de les prendre une petite heure au poste ou quoi. Je sais pas, une petite heure histoire de dire, bon les gars, parce que si vous voulez, ils revenaient, hein, tout simplement. Et en dernier point, l'abonné qui disait bah ouais, c'est fou quand on est une femme de pas pouvoir répondre. Et bah moi je vous dis que même maintenant, même en homme, tu te dis je vais pas répondre parce qu'il faut savoir que si le mec rentre chez toi et qu'il te défonce, s'il est pas armé, eh bien il fait ce qu'il veut. Voilà, c'est la France maintenant de nos jours. Vous savez que maintenant il y a des cambriolages qui se finissent très mal. La personne essaye de se défendre puisque bah elle est chez elle, hein, là, t'as pas envie de te faire cambrioler. Eh bien tu es mise à défaut parce que tu t'es défendu. Voilà, c'est le contexte actuel de la France. Voilà, bref, on va pas trop épiloguer là-dessus, mais voilà, bof. Allez, on passe au prochain thread et encore un grand merci à toi de nous avoir partagé ton histoire. Alors, pour ce second thread horreur, eh bien je vous lis le petit début en POV et ensuite je passe en troisième personne. Bonjour Delcor, je m'appelle XXXXX. Non. Personne elle avait mis son prénom, mais forcément j'ai enlevé, histoire de pas le dire à l'oral sans faire exprès, et de hop là, clic clac clouc, je dis le vrai prénom de la personne alors que des fois elle a pas envie. J'habite à Bruxelles, en Belgique, et voici mon histoire. D'ailleurs, un petit coucou à nos amis belges, et à nos amis canadiens, et à tous nos amis en fait, tout simplement. J'allais faire ouais, ça y est. Mais vous êtes, c'est cool parce que vous n'êtes pas que en France à me regarder, ça fait plaisir, vous êtes dans le monde entier, et c'est trop cool. Des fois je vois, j'ai vu où la dernière fois, je sais plus. C'était un petit truc où j'étais en mode oh, trop bien. Voilà, putain, je raconte ma vie, c'est insane. Bref, let's go. Quand Brittany avait 12-13 ans, elle rentrait souvent de l'école avec une copine parce qu'elles habitaient pas loin l'une de l'autre.
Leurs parents avaient des horaires un peu variables, du coup elle se retrouvait souvent seule chez Britney ou chez sa pote après l'école. Il y avait une règle d'or que la mère de Britney lui rappelait tout le temps. Si quelqu'un sonne à la porte, n'ouvre jamais. Même si la sonnette explose, n'ouvre pas. Bon, je reprends les termes exacts de sa mère, bon, vous voyez le genre. Et cette règle, elle lui a peut-être sauvé la vie. Un jour, elle rentre chez Britney, comme d'habitude. Elle se pose, papote et allume la console. Une PlayStation 2 pour vous situer l'époque. Elle passe un peu de musique, tout est tranquille, et là, ding dong, la sonnette retentit. Britney, bien élevée, suit la règle de sa mère, n'ouvre jamais. Donc elle fait comme si elle avait rien entendu et continue à papoter avec sa pote. Quelques minutes plus tard, ding dong, la sonnette retentit une deuxième fois, puis une troisième. Là, Britney commence à se dire que quelque chose cloche. Faut savoir qu'il y avait deux sonnettes différentes, celle de l'entrée principale à l'extérieur et celle de la porte de l'appartement. Britney reconnaît d'abord la sonnette extérieure, donc elle se dit pas de panique pour l'instant. Mais après la troisième sonnette, il y a un silence complet. Elle se dit que la personne est partie. Mais non, après silence, c'est la sonnette de la porte de l'appartement qui s'active. Donc là, il y a quelqu'un devant la porte. Britney voit que sa pote commence à flipper grave. Elle essaye de rester calme et lui fait signe de se taire. Elle coupe pas la musique pour que la personne derrière la porte ne se doute de rien. Elle se lève et son chien la suit. Elle a un petit chien, un Jack Russell. Britney se positionne derrière la porte mais sans être trop près pour ne pas faire d'ombre sous la porte. Trop de séries policières, elle nous dit qu'elle était matrixée. La personne sonne une deuxième fois à la porte. Britney bouge pas et son chien non plus. Par contre, sa pote commence à pleurer et à paniquer. Britney essaye de gérer, mais elle flippe aussi parce que la personne a sonné 5 fois. Pas normal. Elle comprend très vite qu'il y a un problème. Et là, vous vous en doutez, ça s'arrête pas. Après la deuxième sonnette, il y a un petit silence. Puis, clic clic. La personne essaye d'ouvrir la porte. Britney voit la poignée de la porte bouger doucement. Une fois, deux fois, trois fois. Puis les mouvements deviennent plus agressifs. La porte bouge lentement. La porte bouge légèrement, comme si la personne essayait vraiment de forcer. C'est là que le chien entre en scène. Britney lui avait appris à aboyer sur commande, juste avec un geste de la main. Elle lui fait le signe, et là, ouf ouf, le chien aboie et tout s'arrête. Faut dire que malgré sa petite taille, le Jack Russell avait un aboiement super grave. Pas un aboiement de petit chien, non, un vrai aboiement de gros chien. Quand tout s'arrête, Britney entend des bruits de pas dans le couloir, puis le bruit de la porte d'entrée principale qui se referme. La personne est partie. Britney attend quelques secondes. L'adrénaline redescend un peu et elle se dirige vers la fenêtre qui donne sur la rue. Elle avait des rideaux qui lui permettaient de voir dehors sans être vue. Et là, elle voit un homme d'une quarantaine d'années avec une valise de la marque Bosch, une veste sans manches, un jean, un t-shirt et des chaussures de chantier. Le gars ressemble à un ouvrier, un vrai passe-partout. Mais Britney ne le connaît pas, son visage ne lui dit rien. Il fixe sa fenêtre pendant quelques secondes, puis il part. Bilan, sa pote en pleurs, Britney qui vient de vivre un truc hyper flippant, et son chien toujours assis devant la porte en mode garde du corps. Britney essaye de calmer sa pote, puis elle appelle ses parents. Ils envoient des gens vérifier et ils arrivent un peu plus tard. Quand ses parents arrivent, Britney leur explique tout et là, elle apprend des trucs. Ses parents ont parlé avec les voisins et l'un d'eux leur dit qu'il s'est fait cambrioler quelques jours avant, mais qu'il ne voulait pas faire peur à tout le monde. Britney comprend pas trop ce move parce que bon, fallait peut-être prévenir, non? Enfin bref, les jours passent, la tension redescend, mais c'est pas fini. Quelques semaines plus tard, plusieurs appartements se font cambrioler en une semaine. Au total, 7 appartements sont visés et 5 sont effectivement cambriolés. Comment c'est possible? Eh bien, l'histoire était bien montée, mais ils ont fini par découvrir la vérité. Une voisine qui vivait seule avec sa fille de 6-7 ans disait que son mari travaillait souvent à l'étranger et que c'était pour ça qu'on ne le voyait jamais. Au début, tout allait bien, puis du jour au lendemain, plus de nouvelles. Ils ont appris via le propriétaire qu'elle avait déménagé très subitement, en prenant le strict minimum, et que son mari allait venir récupérer le reste avec un camion. Bizarre, non? Eh bien, l'histoire ne tenait pas la route. Personne n'est jamais venu et la police est restée très vague là-dessus. Mais ils ont confirmé que c'était bien le mari et le frère de la voisine qui avaient commis les cambriolages. Point final. Après ces incidents, les parents de Britney ont tout fait pour déménager au plus vite. Ils ont trouvé un autre appartement assez loin de là. Et les points importants de l'histoire, eh bien la mère de Britney avait raison. Cette règle d'or lui a vraiment sauvé la vie. Le chien était un véritable héros, paix à son âme. Et en 3, elle se sentait super coupable envers sa pote. Mais heureusement, tout s'est bien terminé. Et en 4, comme elle le dit, elle remercie les petites séries policières comme New York Unité Spéciale, NCIS, Esprit Criminel qui l'ont presque préparée à ce genre de situation. Et c'est comme ça que se termine l'histoire de notre petit abonné.
Enfin, petite, qui n'est plus petite, je pense, hein, parce que c'était la PS2 à l'époque. Donc ouais, on prend un coup de vieux tous, hein, toutes et tous, là, comme ça d'un coup. Comme ça, c'est cadeau, hein, voilà, je vous l'offre. Merci bien. Et bah franchement, très bonne leçon de la part de la mère. N'ouvrez pas la porte. Même si tu attends quelqu'un, des fois confirme. Et je me dis, les gars, quand c'est une expression, hein, c'est tout le monde. Vous prenez votre téléphone, par exemple, si vous attendez quelqu'un, il doit venir à 18h, 17h50 ça sonne, tu te dis, il est peut-être en avance. Soit peut-être des fois un peu parano, t'appelles, c'est toi qui es devant la porte? Oui, pas de souci. Bah voilà, ça coûtait rien, tu vois, un petit appel, machin. Des fois ça coûte rien, faut faire gaffe. Hein. Enfin, ça dépend de là où vous habitez, enfin, ça dépend de vos délires. Si le mec il est à la porte, il fait, oh, il te dit un code secret que seul lui peut connaître. Bref, voilà. Ça d'ailleurs, c'est quelque chose à mettre en place aussi. Petit code secret que seule la personne est censée connaître. Voilà. Merci encore pour l'histoire. Laura a 18 ans quand cette histoire se produit. Aujourd'hui, elle en a 32. À l'époque, elle travaille comme assistante aux pompiers. Un soir, une femme appelle en disant qu'elle est la veuve d'un pompier décédé et qu'elle cherche quelqu'un pour réparer l'ordinateur de son petit-fils qui vit avec elle. Laura a déjà suivi des cours d'informatique et a l'habitude de recevoir des demandes d'amis ou de famille pour ce genre de service. Elle prend le numéro de la femme et promet de la rappeler plus tard. Avant de donner suite à la demande, Laura demande à un sergent des nouvelles de la femme et mentionne le nom de son mari décédé. Le sergent confirme qu'elle est bien celle qu'elle prétend être et qu'ils sont au courant de ses appels à l'aide pour diverses raisons. Rassurée, Laura rappelle la femme et lui propose un prix pour son travail. La femme accepte et elles conviennent d'un jour pour l'intervention. Le jour venu, Laura rassemble son matériel et se rend à l'adresse donnée. L'appartement est situé dans le centre-ville, dans un vieil immeuble résidentiel dont la sonnette ne fonctionne pas. Comme le lui indique un homme qui sort de l'immeuble. Elle attend 30 à 40 minutes avant que la femme ne réponde au téléphone et la laisse entrer. L'appartement se trouve au 5e étage et il n'y a pas d'ascenseur. Laura monte donc les escaliers avec son matériel. Quand la femme ouvre la porte, Laura entre et est immédiatement frappée par la saleté des lieux et l'odeur insoutenable. L'appartement est infesté de cafards et elle doit se retenir de vomir. Elle ne s'attendait pas à un tel état, surtout sachant que la femme touche une pension de veuve d'un pompier, ce qui devrait suffire à subvenir à ses besoins et à ceux de son petit-fils. En passant près de la salle de bain, elle remarque que la baignoire semble ne jamais avoir été nettoyée. Une fois installée devant l'ordinateur, Laura commence à travailler pendant que la femme parle sans cesse. Elle se plaint de sa solitude et complimente Laura sur son physique. Elle lui propose plusieurs fois à manger et à boire, mais Laura refuse systématiquement. Soudain, le petit-fils entre dans la pièce. Il semble avoir 7 ou 8 ans, mais parle comme un bébé. La femme n'arrête pas de lui dire à quel point Laura est gentille et qu'elle va réparer son ordinateur. Le garçon demande un verre de lait et la femme part dans la cuisine pour le lui préparer. Pendant son absence, il fixe Laura, sans rien dire. Elle tente de lui parler, mais il ne répond pas. Un frisson lui parcourt l'échine. Elle a l'impression d'être dans un film d'horreur, comme si quelque chose d'affreux allait se produire. Quand la femme revient, Laura remarque qu'elle tient un couteau dans une main, en plus du verre de lait. La femme prétend qu'elle prépare le déjeuner et retourne dans la cuisine. Le malaise de Laura s'intensifie. Elle termine son travail au plus vite et appelle la femme pour lui dire qu'elle a fini et qu'elle doit partir. Mais la femme insiste pour que son petit-fils teste l'ordinateur d'abord. Comme elle tient toujours le couteau, Laura accepte. Le garçon teste rapidement l'ordinateur et annonce qu'il est plus rapide. La femme se tourne alors vers Laura et lui dit qu'elle n'a pas d'argent sur elle. Laura prétend que ce n'est pas grave et qu'elle repassera plus tard pour le paiement. Enfin, la femme la laisse partir. Laura sort de l'appartement et dévale les escaliers presque en courant, le cœur battant à tout rompre. Et c'est comme ça que se termine cette histoire. Je pense qu'elle n'est pas revenue aller demander de l'argent. La femme, à mon avis, soit a des problèmes psychiques et il faudrait qu'elle soit soignée pour ça. Mais en tout cas, très flippante. Heureusement, Laura elle s'est dit ouais pas grave, hein, garde tes 10 balles là, c'est pas grave, allez, moi je me casse. Petite histoire assez courte et c'est comme ça que se termine notre vidéo. J'espère que vous l'avez kiffé. Si c'est le cas, vous connaissez un petit pouce bleu et un abonnement. Et si toi aussi tu veux partager une histoire, ça se fait sur delcorstory@gmail.com. Tu peux aussi me suivre sur Insta, ça mange, c'est gratuit. Alors ça mange pas de pain, j'allais dire. Et puis voilà, si jamais vous en voulez plus, je vous invite à cliquer sur l'une de ces deux vidéos là. Un grand merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous dis à la prochaine, ciao les petits potes.